messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à HTV. Voici pour vous les titres du journal. Le projet Simandou mobilise de nombreux secteurs d'activité pour garantir sa réussite, mais reste à savoir comment ces professionnels peuvent-ils concrètement accompagner ce projet. Élément de réponse à suivre en début du journal. Et puis, consommation de stupéfiants, on en parlera dans cette édition. Ce fléau qui détruit la couche juvénile. Nous avons rencontré un acteur de la société civile pour en savoir plus sur les moyens d'éradication. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette information. En novembre dernier, en présence de plusieurs chefs d'État africains, le projet Simandou a été lancé. Ce projet mobilise de nombreux secteurs d'activité pour garantir sa réussite. Mais une question reste posée. Comment ces professionnels peuvent-ils concrètement accompagner ce projet d'envergure nationale? Et pour le savoir, nous avons interrogé un consultant en communication. Ouriga Rayaba nous fait le point. Le projet Simandou est une ambition guinéenne portée par les autorités. Lancé officiellement le 11 novembre dernier, ce projet d'envergure a pour objectif de transformer la Guinée en générant des ressources financières, en créant de nombreux emplois et en favorisant un développement durable. Dans cette optique, les métiers de l'information et de la communication jouent un rôle crucial. Ils sont appelés à vulgariser les contenus des conventions, à réaliser des reportages approfondis et à mener des actions pour éclairer l'opinion publique sur les enjeux des projets. D'abord, les journalistes, ils doivent informer objectivement, créer autour du projet de la transparence pour permettre à ce que les gens reçoivent des informations fiables. Parce que quand il y a une information fiable autour de quelque chose, je pense que tout le monde partage le même contenu et il n'y aura pas de quiproquo. Ça évite les tensions, ça évite la désinformation, ça évite les rumeurs. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, il faudrait que les médias expliquent un peu tout ce qui est enjeu, tout ce qui est retombée économique, tout ce qui est implication ou les opportunités qui pourront être créées à travers ce gigantesque projet qui fait déjà rêver les Guinéens. Au-delà des aspects purement financiers, il est essentiel de sensibiliser les communautés locales afin de recueillir et de faire remonter leurs préoccupations. Cette démarche permet d'assurer une circulation bidirectionnelle de l'information, garantissant que les réalités du terrain sont prises en compte pour améliorer durablement les conditions de vie des populations. Tout projet a ses incidences positives et négatives. Les incidents, par exemple, il y a les terres qui vont être complètement dégagées, il y a des champs qui vont être complètement détruits, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi tout à l'heure je faisais allusion aux valeurs culturelles. Il y a des lieux sacralisés qui vont être touchés. Et il faut que les populations, par anticipation, qu'on puisse les sensibiliser sur l'intérêt du projet pour que les gens réalisent que, en fait, c'est un projet d'intérêt général, d'intérêt public qui concerne tous les Guinéens et qu'ils puissent accepter. Le projet Simandou dépasse les cadres strictement miniers pour s'inscrire dans la vision stratégique Simandou 2040. Celle-ci ambitionne de catalyser la création d'emplois dans divers secteurs transversaux en s'appuyant sur les infrastructures. Parlons des ralentisseurs de vitesse. Il y en a deux sortes qui concourent sur les voiries de Conakry, à savoir les dodanes légaux mis en place par l'autorité appropriée et ceux illégaux en ciment, érigés le plus souvent par le citoyen lambda. Et pour en savoir plus, je vous invite à suivre ce reportage de Issa Bari. Alors que les automobilistes dénoncent vigoureusement ces dispositifs illégaux, les riverains, eux, se défendent en affirmant qu'il s'agit de mesures de sécurité destinées à protéger contre les excès de vitesse. Dans la circulation, notamment sur les routes secondaires, il n'est pas rare d'entendre le graissement des amortisseurs de véhicules tentant de franchir des dodanes confectionnés par des manières artisanales par des jeunes des quartiers. Interrogé sur la question, un usager du quartier Nonko Kiroti tire la sonnette d'alarme. Les dodanes sont installés pour, n'est-ce pas, éviter un peu les excès de vitesse. Et généralement, ces dodanes sont installés dans des endroits publics. Soit ça peut être
les devantures des écoles. Il faudrait que ça soit fait dans les règles de l'art. Et je crois que ces citoyens qui se lèvent un beau matin pour placer ces dos d'âne, est-ce que les dos d'âne placés respectent les normes? Je dis non. Donc il faudrait qu'on laisse cette latitude aux professionnels, à ceux qui peuvent le faire bien, pour, n'est-ce pas, éviter qu'il y ait des dangers. Non seulement ça dévalorise, n'est-ce pas, nos routes, et aussi ça porte préjudice aux chauffeurs. Cependant, de leur côté, ces jeunes sollicitent l'accompagnement des autorités afin de mettre en place des ralentisseurs réglementaires dans l'intérêt et pour la sécurité du quartier. Le quartier, il y a trop de circulation parce que quand on met les deux dans ce quartier-là, ça va éviter des accidents et l'embouteillage. Les autorités doivent nous aider avec ces dos d'âne-là. Chaque jour, nos enfants risquent leur vie sur cette route et les conducteurs passent à vive allure. Parfois, nous avons même peur de commissionner les enfants. Un point de vue que ne partage pas Aliou Baldé, citoyen rencontré dans le même quartier. Il dénonce l'érection anarchique et incontrôlée de ces dos d'âne un peu partout. L'idée des deux dents que les jeunes mettent dans le quartier, je suis pas pour. Vaut mieux activer un peu le gouvernement qu'il s'occupe de ça. C'est la meilleure idée. Ils connaissent mieux que les normes des bornes. Parce que les bornes qu'ils mettent, ce sont des bornes qu'eux devinent comment ils les mettent, c'est pas dans les normes. Et que les chauffeurs aussi aient la conscience quand ils roulent dans les quartiers, d'être prudents. À rappeler qu'en août 2023, l'Agence guinéenne de la sécurité routière Aguizère a lancé un appel d'offres pour la construction des ralentisseurs réglementaires, des passages piétons et des glissières de sécurité devant 10 établissements scolaires. Je vous l'annonçais en titre, la consommation abusive de la drogue en Guinée, on en parle notamment au sein de la couche juvénile, entraînant plusieurs morts subites au sein de l'opinion nationale. Cette question sensible fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelles sont les mesures appropriées pour endiguer ce fléau? Notre reporter Aboubakar Alain Touré a recueilli la réaction de Yamoussa Bangoura, acteur de la société civile. Suivez son décryptage. Les faits parlent d'eux-mêmes et le constat crève les yeux. De nos jours, en Guinée, la consommation de la drogue et stupéfiants de tout genre devient de plus en plus une monnaie courante pour la couche juvénile. Sur le territoire, l'on rencontre désormais plusieurs types de drogues importées, causant des traumatismes chez certains jeunes. D'autres parfois payent le frais par suite de morts subites sous l'effet de cette substance chimique. Les causes réelles sont dues aux mauvais compagnons, l'accessibilité de la drogue, sans oublier aussi les activités de distraction. Ce sont souvent les facteurs qui amènent à la consommation de la drogue. Dans l'optique de freiner la consommation de la drogue en Guinée, un fléau nuisible à la santé de nombreux jeunes, Yamoussa estime que les parents ont bel et bien une responsabilité à jouer et s'accentue là-dessus. Le rôle et responsabilité des parents. Quand il n'y a pas un suivi derrière un enfant, l'enfant il est voué à emprunter toutes sortes de chemins. Et donc c'est pourquoi les rôles et responsabilités des parents doivent être vraiment une priorité. Engagé dans la lutte contre la consommation de toutes sortes de stupéfiants, cet acteur de la société civile pointe le curseur sur la bataille que mène aujourd'hui l'ensemble des acteurs. Nous, les acteurs de la société civile, nous faisons nos alertes, nos actions d'information et de sensibilisation. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, il faut une réelle volonté à tous les niveaux. Reçu dans l'émission Face aux réalités de Rache Média ce mercredi, Yamoussa formule des recommandations et invite l'État à s'y mettre pour éradiquer définitivement la consommation de la drogue sur toute l'étendue du territoire national. Il faut relancer le comité interministériel de la drogue. C'est un comité qui statue sur les questions de la drogue dans tous les pays. Et ici, chez nous, en Guinée, ça ne fonctionne pas. Il faut relancer ce comité, retravailler sur les politiques en matière de lutte contre la drogue. Nous avons une loi qui est caduque. Donc il faut réactualiser cette loi et l'adopter au contexte actuel. Pas plus tard dans ces jours-ci, un corps a été découvert au marché de Bonfi. Pour garantir l'avenir de la jeunesse, le gouvernement guinéen, dans sa politique de lutte contre la drogue, renforce les capacités opérationnelles des services de forces de défense et de sécurité. Et merci à Aboubakar Alain Touré pour ces élucidations santé.
À présent, la planification familiale aujourd'hui, une pratique de plus en plus répandue, notamment chez les femmes. Elle permet aux couples de décider librement du nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir ainsi que de l'espacement des grossesses. Suivez les explications de médecins spécialistes dans ce reportage signé Tcherno Ousmane Sow et Mohamed Lamine Souma. La planification familiale regroupe l'ensemble des méthodes permettant aux individus et aux couples de choisir le moment des naissances et l'espacement des grossesses grâce à l'accès à l'information et à des moyens contraceptifs tels que la pilule, le stérilet, le préservatif ou encore l'implant. Selon ce médecin spécialiste, la planification familiale joue un rôle essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile en contribuant à prévenir les grossesses à risque et les implications liées aux accouchements rapprochés. Lorsque vous prenez par exemple une femme qui est dans un couple et qui est scolarisée ou qui est en train d'étudier, qui ne parvient pas, c'est-à-dire à continuer ses études par effet de faire des enfants à chaque fois. Vous voyez, en ce moment, ça peut faire. Si cette femme maintenant parvient à se planifier, peut continuer à mener sa vie, continuer ses études, continuer sa carrière, donc ça a beaucoup d'autres avantages. Elle peut non seulement avoir son enfant pendant qu'elle désire avoir son enfant. Toutefois, malgré ces nombreux avantages, cette autre spécialiste souligne que certaines méthodes contraceptives peuvent entraîner des effets secondaires chez certaines femmes. Elle insiste sur l'importance d'un suivi médical approprié et d'un choix éclairé, adapté à chaque patiente. Il y a chez certaines femmes, quand tu te planifies, ça peut stopper carrément la maternité. C'est-à-dire, tu vas faire tout pour retomber enceinte. Difficile que tu retombes enceinte. Deuxièmement aussi, chez d'autres femmes, c'est la prise de poids excessive. 50% des méthodes de planification, ce sont des méthodes hormonales. Donc du coup, la femme se planifie, elle a un poids excessif. Et puis comme inconvénient aussi, il y a des petits saignements. Pas tout à fait saignements, parce que quand tu définis le terme saignement, c'est un peu vague. Des petits saignements au fait. Une femme peut te dire, je me suis planifiée, mais tout le temps, je vois mes règles. Elle pense que c'est des règles, mais ce n'est pas des règles, en fait. Et puis, notez bien aussi que la méthode de la planification n'empêche pas d'avoir les infections sexuellement transmissibles. Ce n'est pas parce que tu es planifié, si tu ne te protèges pas, tu vas avoir les infections sexuellement transmissibles. Pour conclure, les médecins rappellent que l'accès à une planification familiale volontaire sécurisée et encadrée médicalement constitue un droit fondamental. La planification familiale demeure un levier essentiel pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté, tout en contribuant au bien-être des familles et au développement durable. De plus en plus cher et de plus en plus léger, le panier de la ménagère pèse aujourd'hui lourdement sur les épaules des femmes. Entre la flambée des prix des denrées de première nécessité et des revenus qui stagnent, nombreuses sont celles qui tirent la sonnette d'alarme. Mères de famille, commerçantes, consommatrices expriment leur cri de cœur au micro de Mariam Siré Camara. Dans les marchés, le constat est unanime. Le panier de la ménagère coûte de plus en plus cher. Huile, riz, légumes, poissons, des produits essentiels devenus parfois inaccessibles pour de nombreuses familles. Pour cette femme, principale gestionnaire du foyer, la situation est alarmante. Celles que nous avons rencontrées parlent de frustration, de stress permanent, mais aussi de culpabilité lorsqu'elles ne parviennent plus à assurer 3 repas par jour à leur famille. Ce qu'on nous voulait, on voulait que les Kirotumassé, Dumbuya Naka nous aident. Depuis qu'on a
gâter des magasins de culottes massées. Ici, ça ne marche pas. Il n'y a pas des gens, ça ne marche pas. Tout le monde dit que culottes massées est gâtée. Si le prix des marchandises, ça descend, nous, on gagne. Nous, les mamans, on gagne. Donc, ça c'est qu'on voulait des poissons. Moi, de manière que je vends des poissons là, ils vont diminuer le prix des poissons, prix des riz, prix des condiments, comment. Ils vont diminuer dans ça. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est devenu un véritable baromètre du bien-être des familles. Derrière chaque hausse de prix, il y a une femme qui calcule, renonce, s'adapte, souvent en silence, mais désormais, elle parle et leur voix appelle à des réponses urgentes et durables. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe rédactionnelle et technique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.